Fermez le banc. Reposez. En. Décorez. Regagnez les rangs. Drapeau. Rejoignez votre garde. Repos. Au début de cette histoire, il est un territoire. En 1830, les Français prennent pied dans la régence d'Alger, alors possession de l'Empire ottoman. La conquête s'étend, dure, violente. La domination française progresse peu à peu jusqu'au Sahara. Le système colonial se met en place. La France construit des routes, valorise des terres, en confisque aussi. Des colons européens s'installent, de grandes exploitations se créent. Le pays est organisé en départements français. Mais tous ne profitent pas de ce développement. Nous, les Français musulmans, n'avons pas les mêmes droits que les colons. Deux mondes cohabitent, se côtoient, mais ne se mélangent presque pas. Les autochtones, ceux qu'on appellera les indigènes musulmans, on utilisera ce terme-là pendant un certain temps, sont sujets français, puis obtiennent la nationalité française, mais ils ne sont pas citoyens. En Algérie, comme ailleurs dans l'Empire français, l'armée recrute des hommes. Spahis et tirailleurs intègrent l'armée d'Afrique, combattent sous les plis du drapeau tricolore dès le Second Empire, pendant les deux guerres mondiales, puis en Indochine, enfin en Algérie. Depuis tout petit, j'admirais mon grand-père. Les médailles qui brillaient sur son ancien uniforme, dont il était si fier. Il a combattu pendant la Première Guerre mondiale, de Verdun à la Marne. Ce n'est pas la guerre d'Algérie qui crée les harkis. Le terme de harki est déjà employé au XIXe siècle et au début du XXe siècle pour désigner des hommes qui combattent dans telle ou telle unité militaire. Et finalement, on réutilise ce terme pour désigner donc des unités mobiles, puisque le mot harki, c'est un mot arabe, qui vient du verbe haraka, qui signifie se déplacer, être en mouvement. Et donc finalement, ce sont des hommes en mouvement et armés. Dans ce monde supplétif, le terme harki va devenir un terme générique plutôt à la fin de la guerre et après 62 pour désigner l'ensemble des supplétifs, mais durant la guerre, on a une différence notable. Un harki, ce n'est pas un morazni, ce n'est pas un membre d'un groupe d'autodéfense, ce n'est pas un membre d'une unité territoriale, donc il y a vraiment une diversité des catégories avec des rôles et des fonctions bien précises. Le 1er novembre 1954, les attentats de la Toussaint Rouge marquent le début d'un soulèvement. Au sein du mouvement indépendantiste, le Front de Libération Nationale prend le contrôle de l'insurrection, après avoir éliminé les partisans du mouvement national algérien. Des années 20 jusqu'au déclenchement de la guerre d'Algérie, vous avez une vie politique et finalement des remous importants entre ceux qui finalement s'orientent vers l'égalité des droits et ceux qui souhaitent plutôt une indépendance et une dissociation de l'Algérie vis-à-vis de la France. Et donc là, vous avez la création d'un embryon de mouvement nationaliste qui penche vers la lutte armée, qui va créer par la suite le Front de Libération Nationale et qui lance finalement l'insurrection armée le 1er novembre 1954. L'armée française renforce ses effectifs pour tenir le FLN à distance et quadriller cet immense territoire. En 1956, j'avais 22 ans. Les Français recrutaient de nouveau, je me suis engagé dans une harka. Pour éviter que les populations ne rejoignent la rébellion, l'administration travaillait à améliorer notre quotidien. Dans mon village, une section administrative spécialisée s'est installée. Le 26 septembre 1956, le gouverneur d'Algérie, Jacques Sustel, avait créé les SAS, les sections administratives spécialisées. Je suis rentré dans la SAS en tant qu'interprète. Les sections administratives spécialisées avaient pour rôle en zone rurale d'apporter l'aide aux populations menacées dans leur intégrité physique
et de les rassembler dans des endroits pour qu'elles soient protégées à la fois par les hommes de la SAS et surtout par les militaires qui étaient également présents. On avait triple mission, une mission d'instruction, puisque les premières écoles commençaient à s'ouvrir grâce aux militaires, une mission de sécurité et une mission d'aide sociale, sanitaire et autres. Je me suis engagé le 7 juillet 1957 et j'avais à l'époque 20 ans. J'ai réfléchi toute la nuit. Mes parents, ils ont combattu pour la France, mes frères aussi. Il est hors de question de les trahir. Et le lendemain, j'avais pris ma décision et je suis parti, sans prévenir personne. J'ai dit, je vais m'engager comme harki. Ces hommes et quelques femmes s'engagent ou sont enrôlés dans ces formations supplétives pour diverses raisons finalement. Ils s'engagent du fait du contexte de violence. D'abord, et ça c'est essentiel à comprendre, certains s'engagent suite à l'assassinat d'un membre de leur famille. Vous avez des engagements que je qualifierais de communautaires, de tribal, donc souvent un chef de clan ou de famille qui décide de soutenir l'armée française, et ce sont tous les hommes qui vont suivre finalement ce choix. Vous avez des engagements aussi économiques, il ne faut peut-être pas oublier le contexte de difficultés économiques, et vous avez aussi bien entendu des engagements par choix idéologique, parce que certains se sentent appartenir à la nation française, et surtout parce que vous avez un certain nombre de ces Algériens qui ont leurs parents ou leurs grands-parents qui ont participé à la Première Guerre mondiale ou à la Seconde Guerre mondiale. Est venu le temps de la guerre. Ouverture de route, sécurisation des villes, patrouille, accrochage, combat, le jour comme la nuit. Le danger menaçait, partout, pour tous. On est dans ce contexte finalement de violence qui va aussi expliquer qu'il y a eu un engagement, un enrôlement massif de 200 000 à 250 000 hommes qui auraient été, ne serait-ce que quelques semaines, supplétifs durant la guerre entre le 1er novembre 1954 et le 19 mars 1962, lors de la signature des accords d'Évian. Et le contexte de cette guerre d'Algérie, c'est un contexte de violence extrême où la neutralité n'existe pas. Soit vous êtes avec l'armée française, soit vous êtes avec le Front de Libération Nationale. Mais c'était pas un face-à-face, c'était une guerre de ruse. Et ça, les hommes de terrain, les harkis notamment, comme ils sont originaires de leur région, comme en Kabylie ou ailleurs, ils connaissent le terrain, ils connaissent les gens. Donc, ils savent comment prendre par surprise aussi le FLN qui se terre de jour et qui ressort la nuit. Et malheureusement, ça s'est mal terminé pour nous. Le 18 mars 1962, la France et les représentants du Front de Libération Nationale signent les accords d'Évian. Ils disent la fin des opérations militaires, la fin de la colonisation, la fin de la présence française. Mais la guerre, elle, ne cesse pas de tuer. Les harkis, ils ont été désarmés et abandonnés à leur triste sort. Vous aurez vu ça, c'est incroyable. Les harkis ne savaient plus où aller. Ils étaient emprisonnés. Moi, j'ai été fait prisonnier aussi. Après, ils m'ont amené dans un cabanon. Il y avait au moins une cinquantaine de prisonniers. C'était des gens fidèles à la France, parmi eux beaucoup de harkis. Ils avaient des blessures partout. Le sang gissait le sol. Alors, ils m'ont amené dans la salle de torture, là. Ils m'ont fait déshabiller. Et ils m'ont torturé. Courant sanguin, et c'était tous les jours comme ça. J'étais un déchet humain. Pour nous, c'est là qu'ont commencé les massacres. Entre l'été et l'automne 62, beaucoup d'anciens auxiliaires sont arrêtés, torturés ou tués. Il y a eu toutes les estimations concernant le nombre de personnes victimes de violences durant cette période qui va des accords d'Évian jusqu'à la fin de l'année 64. On peut au moins se baser sur un minimum de 10 à 15 000 hommes, et parfois des femmes aussi, qui auraient été assassinés ou massacrés durant cette période. Et après, il s'est passé quelque chose. J'avais sauvé la famille d'un sergent-chef du FLN. Il m'a dit, écoute, tu as sauvé mes parents, tente ta chance, parce que ton tour va bientôt arriver. Un jour
qu'il était de garde, il m'a fait signe, et je suis parti. Pour ma part, j'ai eu de la chance. Bravant les ordres, mon lieutenant m'a fait embarquer à bord d'un bateau pour la France. J'ai eu la vie sauve. J'ai tout quitté. J'ai tout perdu. Mon pays et ma famille. Je ne les ai jamais revus. Je partirai pour la France avec mes harkis banco. J'ai trouvé un colonel compréhensible parce qu'en fait, ça ne lui a pas plu beaucoup, mais il m'a dit on va voir, et j'ai eu des places sur le bateau. Mais j'ai eu des places au bout de 3 mois, c'est-à-dire que j'ai dû protéger les gens et leur faire toutes les formalités pour partir pour la France, les cartes d'identité, tout ce qu'on voudra, etc. Et j'ai dû les garder et les protéger jusqu'au départ des convois. Une fois que le bateau commençait à partir, je suis monté sur le pont et j'ai regardé Alger éliminé. J'ai dit plus jamais je ne retourne dans ce pays. Je suis parti le 26 avril 1962 avec 73 personnes, y compris des enfants. Les militaires nous ont conduits jusqu'à Alger, on a pris le bateau et on est arrivé en métropole. On a environ 40 000 hommes, femmes et enfants qui arrivent à venir en France officiellement dans le cadre de ce plan établi par le gouvernement français malgré les changements de position, et un peu plus de 40 000 anciens supplétifs, hommes, femmes et enfants ici, qui sont venus de manière semi-clandestine. Arrivé en France en juin 1962, on m'a envoyé dans un camp dans le Larzac. Ce fut le froid, l'isolement, la pauvreté, l'insalubrité. Dans un camp, on perd bien vite le sentiment de sa dignité. Nous étions isolés, surveillés. Devant un juge, nous avons été obligés de nous déclarer de nouveau français, sommés de choisir une fois encore. Environ 42 000 hommes, femmes et enfants vont passer par des camps de transit et reclassement. Donc ce sont les fameux camps de Bourg-Lastic, le camp du Larzac, dans l'Aveyron. Par la suite, il y a la création du camp de Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales, le camp de Saint-Maurice-l'Ardoise, dans le Gard, et le camp de Bias, dans le Lot-et-Garonne, et le camp de Lary. Puis j'ai été envoyé dans un hameau de forestage. Ce fut le Grand Silence. Le Grand Silence jusqu'en 1974. Cette année-là, enfin, le statut d'ancien combattant nous a été accordé. Puis, en 1975, des jeunes se sont levés dans les camps de Bias, de Saint-Maurice-l'Ardoise et plusieurs hameaux de forestage pour demander de meilleures conditions de vie, pour que l'on entende notre histoire. Parce qu'en 1975, c'est finalement la révolte de ces familles dans ces camps qui étaient du provisoire, qui a duré. Les pouvoirs publics prennent conscience que finalement, entre guillemets, il y a une question harkie ou un problème harkie à résoudre. Alors a doucement commencé le temps de la reconnaissance, par des indemnités, des décorations, mais aussi et avant tout par l'édification de monuments, plaques et stèles dans les anciens camps de réfugiés.